Peux-tu nous jouer la chanson? Chanson. Laquelle? Allah au pays des enfants perdus. Les vagues chantent mieux que moi, mon ami. Ça y est, moi. Tournez la page. Tourner la page ne suffit pas, mon pote. Il faut l'arracher. Oui. Je suis triste. Je suis triste. Je suis triste pour ma mère. Pour mes sœurs. Mon père, disparu. Pour mon grand-père oublié. Pour nos martyrs. Pour nos frères. Pour nos enfants. Triste aussi pour moi qui n'ai rien vécu. Non. Bientôt, à presque 50 ans, je n'aurai jamais goûté des lèvres, ni la saveur des tétons. Eh oui, je suis passé à côté de lui. Hier, Zoff m'a qualifié de traître. J'ai trahi qui? Dieu, ses prophètes, nos saints? J'estime avoir fait mon devoir comme l'ont fait avant moi mes aïeux. S'exiler, fuir, toujours fuir. Courir, toujours courir. Il faut partir, vite partir pour ne pas disparaître. Fuir. Fuir. Fuir est une nécessité, mon ami. Nous n'avons des mains que pour porter nos valises et des pieds que pour errer. Alors, nous ne sommes ni lâches ni braves. Tu sais, ce pays est grand par son histoire, mais tristement petit par sa mémoire. Eh oui, fuir toujours. Ce pays n'a pas besoin de nous pour se construire. Ce pays nous a reliés. Eh bien qu'on l'oublie. La faute n'incombe pas à ce pauvre pays, mais à ses dirigeants. Baignant dans le pétrole, ils s'amusent à narguer le peuple. Il nous a empêchés de rêver. Nous les empêcherons de dormir. Ah ouais? Et avec quoi? La plus belle des revanches, c'est la réussite. Toi, tu décrocheras le disque d'or et moi, je révolutionnerai les énergies vertes. Le village kabyle. Aïtwadou est un minuscule village égaré aux confins de Djurdjura. Un village ordinaire, ni beau, ni laid, rude et obstiné. Un millier d'âmes y vivent dans un semblant de tranquillité. Parfois pétulants, souvent fiers, mais toujours bienveillants. Les habitants de ce pauvre bourg accueillent la vie comme elle vient, avec ses enfilades d'épreuves et de joie. Ils savent qu'elle est capricieuse, alors ils la fêtent quand elle leur sourit, et la conjurent quand elle leur fait faux bon. Ils sont convaincus que la vie, contrairement aux idées reçues, n'est pas un cadeau du ciel, mais plutôt un fabuleux prêt qu'ils doivent tôt ou tard restituer à la terre des ancêtres. Aïtwadou, à l'instar de la plupart des villages alentours, est rongé par le chômage. Délaissés par les autorités, ces enfants s'accrochent à la vie comme ils peuvent. Les uns s'improvisent bûcherons, Les autres agriculteurs, Chasseurs, marchands du sable. ou vendeurs à la sauvette. À Aïtwadou, l'espoir est inscrit au abonné l'absent. Les jeunes, coutumiers des lendemains qui ne savent plus où aller. Les prières des anciens se révèlent creuses et les complaintes des femmes manquent de zèle pour dompter les infortunes quotidiennes. Les saints patrons ont pris la clé des champs, laissant le sort du village et celui du pays aux mains des fous et des faussaires. Je n'ai jamais vu l'Afrique du Nord, ni la Méditerranée qui l'aborde.
qui la caresse de son air salin, ni vu son misère immense à ses pieds. Non, je n'ai rien vu de tout cela. Pourtant, je la sais. Je l'ai entendu. Ses souffrances ont parlé en moi. Tout ce qu'elle représente, de joie, de malheur, je l'ai appris par la voix et le chant de ce poète de là-bas. Qu'allons maintenant vous offrir, comme il nous a été offert, à là au pays des enfants perdus. أين كويث تقوذم هذا ذقار ياو أسعغك رالي قدم هذا ذقر ثقل سياو هاجناك رذع بسم روح ذات طفل ناظري يشفي بريد ذاتي ومارثو L'effroi. Le soleil rend l'âme à l'horizon. Perché au sommet d'un arbre, un hibou ulule. Tout le long de la rigole qui descend la montagne en zigzag jusqu'à la rivière, les grenouilles coassent. Des points scintillants commencent à zébrer le ciel. Le croissant, tel une corne de bélier, déchire le voile de la nuit. Aveuglé par des faisceaux lumineux, un sanglier, s'apprêtant à traverser la grande route, s'arrête net. Il dresse le groin, grogne, va en retraite et disparaît derrière des bosquets. Effrayés par le bruit de ferraille qui arrive crescendo, des ombres adossées au portail du cimetière interrompent leurs palabres et déguerpissent. Soudain, une fourgonnette et une Peugeot 404, bâchée, chargée d'hommes ébouriffés, armés de haches et de fusils à canon sciés, assiègent la cour de la maison des jeunes. Le chef, un nain, au visage balafré, vêtu d'une djellaba, intime l'ordre à un moudjahid de défoncer la porte de la salle d'études, où Zahar est en train de donner des cours de soutien à des candidats au baccalauréat. L'honneur. Non. Qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Avec ou sans eux. Nous compterons tourner avec le soleil. Qu'il le veuille ou non. Le soleil dispensera sa lumière aux damnés que nous sommes. Quelle que soit la barbarie de l'homme, elle ne pourra souiller cet astre. Le soleil perpétuera nos rêves et nos chimères. Quoi qu'il advienne, il donnera raison à nos idéaux. Je viens de cette terre rouge sang. Pendant la guerre de libération nationale, c'est ici que l'ennemi s'était cassé les dents. Notre village, fief des révolutionnaires, était sa hantise. Oui, je viens de cette terre qui a nourri mon peuple, ce peuple indomptable. Après la confiscation de l'indépendance par le bouffon de Ben Bella, nous avons rejoint le maquis. Même si nous y avons payé un lourd tribut, nous avons tenu bon.
Durant les années 70, lorsque le Staline arabe étouffait le pays, la nébuleuse sécurité militaire veillait sur la pérennité d'un socialisme débridé conjugué à un capitalisme d'État, 4 innocents originaires du village, dont mon père, avaient disparu dans les labyrinthes de la révolution agraire. Mais nous n'avons pas courbé les chines pour autant. Pendant la décennie noire, alors que partout dans le pays les hordes intégristes massacraient, nous n'avons pas attendu l'aide des autorités pour nous défendre. Nous avons mis sur pied un groupe d'autodéfense et chassé les fous d'Allah hors de notre domaine. Mais l'histoire, hélas, est orgueilleuse. Elle n'appartient qu'à ceux qui s'en souviennent. Tant de pluie tout à coup sur mon front, mon champ, maison. Le déluge ici, l'orage en cette saison, j'en ai la raison. Est-ce pour noyer tous nos parjures, laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Les femmes. Le soleil a enfin pris sa revanche sur le brouillard. Les villageois, réchauffés, sortent de chez eux. Les hommes reprennent les travaux dans les champs. Les uns coupent du bois. Les autres secouent les branches d'olivier à l'aide d'une gaule. Les femmes, quand elles ne sont pas occupées à leurs tâches ménagères, secondent leur époux dans la récolte des olives. Parfois, prise d'un sentiment de joie conjugué à celui de liberté, elle place les mains en entonnoir autour de la bouche et s'interpelle, d'un versant de la montagne à un autre. Que veut-elle entendre par ce geste si étrange, se demandent les hommes déconcertés. Est-ce pour s'affirmer et crier à la face du monde qu'elles sont les authentiques mandataires d'une culture pérenne et d'une mémoire millénaire qui tente de violer? J'ai cherché dans le livre qui sert au creux de ces versets. J'ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche le terrain du monde. Une mendiante sur mon chemin, que fais-tu dans la rue? Mes fils et mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Le départ. Un instant après, un bruit de pas se fait entendre. Un homme de certain âge, maigre, d'aspect terreux, un bâche-buchon sur le dos, serre et sort des champs de roseaux. Distinguant deux ombres, il se dirige vers elle. Après un bref salut, il dépose son fardeau, se laisse tomber sur une pierre et pousse un soupir. Un homme bien fringué, cravaté, portant une valise, surgit du même endroit. Il s'assoit à côté du vieillard. Arrive ensuite une jeune fille, la tête baissée, un sac à la main, la taille pincée dans un chandail rouge, décoté, qui soutient bien sa poitrine opulente, les jambes moulées dans un jeans et les pieds enserrés dans une paire d'espadrilles.
Quelques instants plus tard, une Nissan dégringole le sentier dans un fracas de ferraille. Elle s'immobilise à côté des rochers. Les portières claquent et 3 hommes en sortent. Suivi de 2 gaillards, armés et vêtus de kaki. Le passeur, gros, un béret de marin sur la tête et 2 estafilades en croix lui défigurant la joue, s'approche des candidats à l'émigration. Ces derniers, semblables à des détenus devant un peloton d'exécution, forment une rangée et regardent d'un œil méfiant les 3 hommes. Une équipe, une autre équipe, arrive haletante, chargée de valises et de sacs. Le passeur explique les plans de la traversée, souhaite bon voyage à tout le monde et s'éclipse en compagnie de ses lieutenants. Les candidats font monter le handicapé et son fils et laissent la fille se débrouiller toute seule. Ils chargent le matériel, poussent le Zodiac dans la mer et s'y entassent. Le professeur allume le moteur et démarre. Les candidats, les pantalons et les chaussures trempées, commencent à avoir froid. Ils soufflent dans leur coin engourdi. Mais ils sont contents. Ils n'arrêtent pas de se donner des accolades. Ils ont l'espoir. Ils sont en train de réaliser leur rêve. L'Eldorado est au bout de cette mer, de l'autre côté de la Méditerranée, à quelques milles marins du pays des enfants perdus. Là où la vie, dit-on, ne s'arrête jamais. Sur le Zodiac. Ils sont capables d'exiger la séparation des sexes même dans les cimetières. Ils craignent que les morts adoptent la mixité. Comment veux-tu que notre pays aille de l'avant quand le fait de décapiter quelqu'un ne choque presque personne, alors que tenir la main d'une jeune fille fait scandale? C'est ça l'Algérie. C'est ça l'Absurdistan. يا نغم وركيد صغيرة يا كنات سلاغ تسريضة إذ تفضل بحر سلعوم La traversée. تجض يماك وثماك وإذا كي غتبل فداك صنف ترضى نخف الصرافة L'aube. L'aube éclaire la Méditerranée. Les nuages qui, depuis le début de la traversée, faisaient profil bas, se découpent enfin à l'horizon. ويما ضيف في ذي سغاس ولاد صبار يسعى في ناس وسميت يا ناس سرماغ السدايين طبعا لياس. De quelque côté que l'on se tourne, on voit le brouillard se profiler. Pourpre par endroits, argenté ailleurs. L'embarcation déchire les vagues dans un mouvement lent, presque incertain. Elle rame. Elle peine à supporter le poids de la marchandise humaine. Malgré le froid, les candidats discutent et font connaissance. ويا النغم من الحيف ولو في اللاكيات سيفيف ياك تضرب بلا تنصير سالشوق عليك يضرب عميك ولا صغير فرحة يا صغير كاري يسير. La fille, ratatinée derrière le professeur, tient l'enfant sur ses genoux et lui montre les fonctionnalités du GPS sous les yeux indiscrets d'Awawi et de Zar. Le handicapé se gratte le menton de doigts difformes devant le vieux qui fouille dans son bâche. وهيما أبصي عزيزة ضف الليل ثلاث مرات روح كان يدبوي ما جال الكيم ثمتي وزورني حكاية قورا الغرفة ثقوني. Le fondamentaliste, recroquevillé dans un coin, marmotte en lisant le Coran. Les autres candidats
Une main sur le front, un doigt sur la bouche, ou là, je vais passer, fourré dans le nez. Promène le regard sur l'eau, où flotte une colonie de déchets. Sur le zodiaque. Que vous êtes drôle. On n'a pas choisi d'être drôle, mon frère. Dans ce pays, c'est avec le rire. Seulement avec le rire qu'on assaisonne ses malheurs. Ouais, le rire est la thérapie des enfants perdus que nous sommes. Vous faites quoi dans la vie? Ce que je fais. Moi, chanteur, raté. Et lui, un étudiant incertain. Vous irez chez quelqu'un en Italie? Bien sûr, chez Jésus, s'il ne nous ferme pas la porte. Le cauchemar. De quelque côté, dans le ciel, des coups de sommation fusent. Le professeur rallume le moteur et tente de fuir. Les gardes-côtes demandent aux candidats d'obéir. Ils se dirigent et ils dirigent sur eux un faisceau lumineux. La vedette s'approche du zodiaque, le heurte à l'arrière et le propulse plusieurs mètres en avant. Arrachés à la barque, 3 jeunes tombent à l'eau avec leurs bagages. Après un dernier ronflement, le moteur cale. Les gardes-côtes larguent une échelle en acier qui disloque le zodiaque. Terrorisés, les rescapés s'agrippent aux épaves. Les gardent les menottes et les font monter dans une vedette qui disparaît dans un brouillard d'embrun. La justice algérienne. À quelques rues du parc se trouve le tribunal correctionnel d'Alger où va se dérouler le procès du chanteur. Personne n'en a été informé, ni la presse, ni sa famille, encore moins ses amis. Awawi va devoir assurer sa défense seul. Dites-moi, avant que je décide de votre sort, que deviennent vos amis? Enfin, ceux qui ont pris le large en votre compagnie. Les gardes-côtes ont tué 3 personnes, dont mon meilleur ami. Et la fille? Et l'enfant qui accompagnait son père handicapé? Si on vous a intercepté, je n'y suis pour rien. Je ne vous ai pas dénoncé, je suis honnête, moi. Je suis un bon musulman. Désolé pour ce qui vous est arrivé, j'ai les larmes aux yeux. Un peu de courage, monsieur le juge. Le magistrat pose ses lunettes sur le bureau, sort un mouchoir et fait mi de s'essuyer les yeux avant de se lever. 1 minute de silence à leur mémoire. Éteignez les lumières, s'il vous plaît. L'un des vigiles s'exécute. Bonne idée. Bonne idée. Vous avez du cœur, monsieur le juge. La salle est replongée dans l'obscurité. Awawi passe par-dessus la palissade et, arrivé à 1 mètre du bureau, se jette sur le caporal. L'étrangle en lui serrant le cou entre ses bras et ses menottes. En se débattant, le caporal renverse le drapeau. Le vigile vient à son secours, usant de leur matraque pour tenter d'extraire le chef des bras du chanteur. Sans succès. Malgré les coups qu'il reçoit sur la tête et les côtes, Awawi ne lâche pas prise. Il est déterminé à en finir avec le caporal. Les bras et les jambes de ce dernier gigotent et heurtent le bureau, avant qu'il ne s'affale de tout son long sur le parquet. Les yeux exorbités, la langue pendue entre les dents, sanguignolante. Constatant la détermination du chanteur, l'un des vigiles cherche son pistolet
et met le doigt sur la détente. Lâche-le sinon je tire. Lâche-le sinon je vous explose la cervelle. Vous pouvez tirer. Allez, allez-y, tirez. Je suis déjà mort. Le vigile vide le chargeur sur Abawi, qui commence à trépider avant de tomber à côté du corps inerte du magistrat, maculant le plancher et l'emblème national de sang et de cervelle. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Un poste radio diffuse des chants patriotiques. On entend la liesse, les youyous, les pétards et les coups de feu. Demain, partout dans le pays, on fêtera le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Les petites gens. Sur les escaliers d'une mosquée, une foule est rassemblée. En attendant la prière, les fidèles bavardent, ils se donnent des accolades. Devant le portail, une mendiante, voilée, assise en fakir, tend une main hésitante. À chaque fois qu'on lui donne une pièce, elle psalmodie un verset. En face, dans le parc, un sans-abri, un gros sac kaki sur l'épaule, traîne ses pattes pesantes et se laisse choir sur un banc. Son chien, le flanc tailladé et la queue amputée, le rejoint en battant. Un schnappant surgit et s'approche du misérable. Et il hurle à son oreille et s'enfuit. Le sans-logis se met laborieusement sur son séant, saisit la laisse et fait signe au chien de le suivre. Sur le trottoir, un éboueur si maigre qu'il flotte dans sa salopette s'applique à recueillir des débris de verre avec une pelle ébréchée. Y étant pas parvenu, il se met à chanter. Quel pays de galère! Les femmes sont chères! La vie est amère! Et les chiens! Les chiens! Et les chiens sont heureux! Les chiens sont heureux! Voilà l'histoire du poète dont vous parlions. Comme nous, aurez-vous entendu, senti, pleuré? À vous maintenant de la relayer aux générations qui viendront dans les siècles et les siècles. Voici déjà ce poète qu'aimant Kalimakouche. مريض عبدي غير مبارك